Alors quand on s'intéresse à analyser le mouvement des marchés boursiers, on se rend compte que les marchés montent, puis chutent violemment, puis ne font rien pendant une période de temps, puis explosent à nouveau. Et à vrai dire, quand on regarde ça en ayant la tête dedans, on a l'impression que c'est un chaos complet. Un chaos complet, alors qu'en réalité, il y a un ordre, et un ordre sur différentes temporalités, donc différents time frames. Et cet ordre peut être résumé de manière générale par les cycles économiques. Et c'est donc justement le sujet de cette vidéo, parce que tu peux imaginer que si tu es en capacité de comprendre dans quel cycle économique on est, et donc d'avoir, on va dire, la direction de fond d'un certain actif, ça va être bien plus facile en tant que trader ou investisseur d'aller se positionner dans les directions de fond en connaissant le cycle dans lequel on est actuellement. En début d'année 2025, je t'avais d'ailleurs fait une vidéo sur mes attentes folles sur la bourse en 2025 et j'avais une vision qui était haussière. Cette vision haussière venait principalement d'une compréhension justement de ces cycles, d'où l'importance de comprendre ces cycles pour pouvoir anticiper les marchés plutôt que toujours être dans la réaction et changer d'idée, changer de chemise littéralement tous les 4 matins à chaque fois qu'il se passe quelque chose et d'être du côté émotionnel des marchés. Donc bref, sans plus attendre, allons voir ça. Juste ici, je t'ai dessiné littéralement à quoi ressemblent les 3 cycles les plus connus et comment ceux-ci s'emboîtent les uns avec les autres. Donc comme tu peux voir en vert ici, on a les cycles long terme qui vont avoir un petit peu cette gueule. Au-dessus de ça, on va avoir les cycles moyen terme qui du coup vont osciller autour de ce cycle long terme qu'on a aussi tendance à appeler tendance séculaire. Le cycle moyen terme que je viens de t'expliquer, ce sont les cycles économiques, les cycles de dette, ce qu'on appelle en anglais les business cycles. Et en oscillation de cette moyenne-là, on a encore un autre cycle qui, lui, est bien plus court terme, qui va être un cycle qui va être plus en rapport avec les données économiques, la croissance et l'inflation. Donc, premièrement, ce cycle long terme, qu'on appelle aussi tendance séculaire, a tendance à durer entre 5 et 10 ans. Maintenant, le moteur de ces cycles plus long terme, de tendance séculaire, ça va notamment être tout ce qui va être innovation au cours de cette période. Donc par exemple, actuellement, on rentre dans une période d'innovation qui est l'IA. Mais on a aussi eu les innovations électriques, on a aussi eu les innovations d'Internet. Ça fait partie des moteurs de ces tendances séculaires. Autre moteur justement de ces tendances qui vont être un petit peu plus long terme, ça va être tout ce qui est démographie. D'accord, les populations qui deviennent de plus en plus vieilles, si celles-ci ne sont pas remplacées, je le rappelle, la manière de calculer une productivité d'un certain pays, d'une certaine économie, va être de manière générale l'output, donc ce que quelqu'un est capable de produire, d'accord, dans ce pays, dans cette économie, multiplié par le nombre de personnes qu'il y a qui est productif, d'accord, donc qui n'est pas à l'âge de retraite. Donc tous ces changements démographiques vont impacter ces cycles long terme, ces tendances séculaires. Et maintenant, l'autre moteur principal de ces grandes tendances va être tout ce qui est l'endettement et le désendettement. Et maintenant, en tant qu'investisseur, quand on s'intéresse à cette tendance séculaire long terme, je t'ai parlé de productivité qui était l'output possible multiplié par le nombre de personnes en gros qui étaient capables de produire. Là, on se rapproche en fait grandement d'un calcul de PIB. Et donc cette tendance séculaire peut être reconnue, disons, par les variations du PIB d'une certaine économie. Donc, ce que je t'ai mis juste ici, c'est le Real GDP, donc le PIB réel des US. Donc, tu peux le voir d'un point de vue linéaire, on ne peut pas en faire grand-chose. Maintenant, si on regarde US GDP YY, ça c'est le ticker sur TradingView, tu vas te retrouver donc sur le Real GDP, mais year on year. Donc, c'est le changement annuel, donc sous forme de pourcentage que tu vas voir jusqu'ici. Et de cette manière-là, on va pouvoir commencer à voir justement ces tendances avec ces périodes de creux, de rebond, 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 de creux, de rebond. D'accord ? Et on voit de manière générale ces creux qui sont marqués par une récession, donc c'est-à-dire où le PIB est négatif pour plus de 2 trimestres. Tu peux voir juste ici, on est sur la ligne 0. Donc dès que le year-on-year GDP passe sous cette ligne-là, on rentre officiellement en récession. Alors tu peux voir pourtant ce cycle avait bien continué pour les années 2000, donc la crise .com.
Cependant, on n'est pas officiellement rentré en récession. Cependant, si on va voir le S&P 500, le Nasdaq, les marchés boursiers américains, on va voir cette chute qui s'est fait complètement ressentir. Donc, on n'a pas atteint un stade de récession. J'ai envie de te dire en tant qu'investisseur qu'on rentre en récession officielle ou pas officielle, l'impact sur le marché a été le même et ce cycle a continué à jouer. Tu peux voir ici l'avant-dernier c'était en 2008 et le dernier c'était la crise Covid. Et le prochain, quand va-t-il arriver? Bref, donc ça c'est la tendance séculaire qui est donc ce cycle plus long terme. Maintenant, au milieu de ce cycle, on a le cycle moyen terme qu'on appelle aussi le business cycle qui est le cycle le plus connu. Et le cycle qui de manière générale évolue en 4 étapes distinctes que je t'ai mis juste ici. Donc ici, on a le cycle moyen terme, le business cycle, et on a ces 4 étapes. On a tout d'abord le early cycle qui se caractérise justement par une reprise des marchés. Le crédit y est plus facile parce que de manière générale, pendant cette partie-là, qui est donc la partie de contraction, on a généralement les taux d'intérêt qui sont baissés. Si les taux d'intérêt sont baissés, ça veut dire que sur ce early cycle, donc sur cette période de reprise, on a des taux qui sont plus bas, donc un crédit qui est facile et de manière générale, une croissance qui est rapide. Donc ça, c'est le early cycle qu'on pourrait aussi appeler en français la période d'expansion sur ce cycle. Ensuite, on a le mid-cycle, donc la période de maturité. Et pendant cette période-là, on a tendance à voir une continuation justement de cette croissance qu'on a vue dans le early cycle, croissance qui était explosive pendant ce early cycle. Là, on voit une croissance qui continue, qui est stable, et on voit une confiance généralisée qui revient sur les marchés où les gens se rendent compte que ouf, on n'était pas sur une tendance séculaire où on rentrait sur une nouvelle grosse crise, récession. Non, ce qu'on a vu, c'est une contraction. Donc là, la confiance re-rentre. Maintenant, à la suite de ça, on a la 3e phase qui est le late cycle, en français qui serait la période de surchauffe, d'accord? Et généralement, ce late cycle, il est plutôt caractérisé par une arrivée de l'inflation. Et si tu penses bien, c'est assez normal, hein. C'est-à-dire que là, les taux ont grandement baissé pour stimuler cette croissance initiale du early cycle. Puis les taux sont soit restés bas ou alors ont continué à baisser. La confiance est revenue. Les personnes ont à nouveau du pouvoir d'achat. Ça fait grimper les prix, d'accord? Et cette stimulation économique stimule l'inflation. Sur ce late cycle, c'est là où on commence à voir les signes justement de cette inflation un peu trop forte arriver. On a aussi tendance à voir pendant ce late cycle des signes potentiels de banque centrale qui a tendance à resserrer les taux. Donc quand on dit resserrer les taux, c'est de manière générale augmenter justement ces taux qui fait que le crédit devient plus compliqué et qui nous mène à la 4e phase qui est la phase de contraction / récession. Chaque contraction n'est pas forcément une récession et cette contraction se caractérise de manière générale tout simplement par une baisse de la demande globale. D'accord? Donc si on va voir par exemple l'année 2022, année 2022 qui a été une année négative sur les indices boursiers américains, on voit justement cette phase de contraction qui a été 2022 parfaitement, d'accord? On a eu donc cette première contraction qui a été l'année de 2020 avec la crise sanitaire qui a eu un gros impact, d'accord? Un impact carrément de récession. Donc là, on a eu, on va dire, le cycle long terme et le cycle moyen terme qui se sont mis en quelque sorte ensemble. On a vu cette chute importante. À la suite de ça, la Fed, donc la Banque centrale des États-Unis, a décidé d'intervenir massivement avec, premièrement, en baissant les taux à 0 et en plus de ça, en faisant du quantitative easing, QE, pour encore plus stimuler cette économie qui a fuel justement un early cycle, un rebond extrêmement fort avec des conditions de crédit qui étaient vraiment très favorables. Donc on a vu ça en mi-2020, puis on a eu le mid-cycle pendant la période de 2021 environ, puis fin 2021, début 2022, on a commencé à avoir le late cycle pour rentrer justement en contraction en 2022. Et ce late cycle, comme je viens de te l'expliquer, était caractérisé par justement une augmentation de l'inflation, inflation qui avait été stimulée par les baisses de taux et le quantitative easing qui avait été fait pendant cette première contraction. D'accord? Donc, à cette période-là, on a eu ces problèmes d'inflation et aussi la Fed qui a commencé à annoncer qu'ils allaient commencer à rehausser les taux d'intérêt. D'accord? Et on peut notamment voir, donc en 2022, juste ici, tu peux voir, j'avais mes notes, donc des choses principales qui étaient en train de se passer. Et juste ici, c'est le Fed Funds Rate, donc en gros les taux d'intérêt US. Tu peux voir que pendant cette période, alors de manière générale, mais les marchés fonctionnent toujours en tant que forward-looking mechanism, donc c'est-à-dire
La valorisation aujourd'hui, c'est une représentation de ce qui devrait se passer dans quelques mois à venir. D'accord? C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on a ce forward-looking mechanism. C'est exactement la même chose que si je te dis que cette montre est aujourd'hui très populaire, elle vaut un certain prix, mais que dans un mois, ils vont arrêter la production et ils vont annoncer cet arrêt de production en disant que c'était en fait une des éditions les plus limitées de la montre, etc., etc. Évidemment, tu sais que le prix va grimper. La question, c'est est-ce que tu vas attendre qu'ils l'annoncent pour investir dans cette pièce parce que pour toi, le prix va augmenter, ou tu vas le faire en avance parce que tu sais très bien que dans un mois, ils vont le faire. Tout le monde va acheter en avance, donc les prix vont péter, vont augmenter avant même que l'annonce officielle soit faite. Là, c'est exactement la même chose, tu vois. Les marchés ont commencé à chuter avant même les premières hausses de taux. Donc, tu vois que la première hausse de taux, elle était juste ici, d'accord? Les marchés avaient déjà price in cette augmentation des taux d'intérêt qui allait mettre une certaine pression sur l'économie. Mais bref, cette première chute avait surtout été caractérisée par la guerre en Ukraine. Mais tu peux voir qu'à partir de ce rebond, c'était aggressive rate hikes. Donc là, c'était la Fed qui augmentait ses taux de manière très agressive. Donc, augmentation des taux, le crédit devient plus compliqué. 2022 a été une année négative sur les indices boursiers et une année qui, pour moi, sur mon trading actif, a été, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une de mes meilleures années de toute ma vie, de toute ma carrière. Quand je dis meilleure année, ce n'est pas forcément en PNL dollars, mais plus en PNL équivalent pourcentage retour du compte. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, j'ai un compte qui est plus important qu'en 2022. Mais bref, pour revenir sur ce sujet-là, ce que je veux te dire aussi, c'est fais attention à ne pas rentrer dans ce truc. En fait, je veux que tu comprennes que un petit cycle, donc un business cycle, ne veut pas automatiquement dire récession. Et dans ce cas-là, on est passé sur un moins 20%, tu peux le voir juste ici. Donc, on avait atteint, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était moins 24% ou alors moins 27%, je ne sais plus trop, en 2022. Mais on avait atteint ces niveaux-là, niveaux sur lesquels j'ai pu bien add. Et donc, j'ai pu complètement profiter de cette chute, de cette contraction, sans paniquer sur le fait qu'on allait rentrer dans une nouvelle récession. Tout ça parce que, encore une fois, juste, je comprenais l'importance des cycles et des phases dans lesquelles on était. Et donc, cette phase qu'on a eue ici, c'était Covid, d'accord? On a eu le early cycle post-Covid, mid-cycle 2021, late cycle fin 2021 et 2022, on a la contraction. Et 2022, j'ai pu accumuler comme un porc mes investissements grâce à cette compréhension des cycles. Ça me mène au dernier cycle qui est le cycle court terme qui va être dirigé par la croissance et l'inflation qui a une durée d'environ 6 à 24 mois. Donc maintenant, ce cycle court terme va s'encastrer dans le cycle moyen terme. Rappelle-toi, hein, on est sur quelque chose qui ressemble à ça. Et ces cycles-là vont être principalement gouvernés, dirigés par les données économiques, les annonces économiques, tout ce qui touche à l'inflation, à la croissance, à l'emploi, aux décisions de politique monétaire, mais aussi aux événements géopolitiques. D'ailleurs, ça me fait penser, mais fais-le moi savoir dans les commentaires si tu aimerais que je te fasse une vidéo complète sur l'impact de la géopolitique en trading, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire, surtout quant à la différence de réaction qu'il y a entre des news géopolitiques positives et des news géopolitiques négatives. Donc fais-le moi savoir dans les commentaires si tu aimerais que je développe un petit peu plus ce sujet. Et maintenant sur ce que je voulais aussi faire, c'était t'expliquer comment, on va dire, les erreurs à ne pas faire avec la compréhension de ces cycles et plutôt comment les utiliser. Mais donc la première chose, ça va être de relier les échelles, donc c'est-à-dire comprendre dans quel cycle long terme on se trouve, dans quel cycle moyen terme, donc business cycle, on se trouve. Comme ça, de cette manière, chaque petit mouvement qui est généralement causé par le cycle court terme, donc de croissance, d'inflation, les données économiques, etc. Tu ne vas pas paniquer et tu ne vas pas rentrer dans un… Disons, on a quelques données négatives, et encore une fois, on peut regarder n'importe quelle année, d'accord, une année qui a été positive, on a des périodes de correction pendant cette année-là, d'accord? Donc c'est petits cycles et je veux que tu sois capable de comprendre cette interconnexion dans les cycles pour que quand on voit ce genre de chute, tu le vois comme une opportunité dans un cycle qui est plus grand, plutôt que de le voir comme une panique et rentrer dans une des erreurs que font malheureusement beaucoup des traders débutants, qui est confondre les niveaux. C'est-à-dire que une correction court terme ne veut pas forcément dire qu'on va rentrer en récession mondiale, d'accord? Et généralement, la plupart des traders vont assimiler petite chute à nouveau énorme crash boursier, on va perdre moins de 60%.
et voit aussi toute petite expansion comme le nouveau super cycle qui va durer 30 ans. Mais encore une fois, on peut très bien être dans une situation où, comme tu peux voir, le cycle long terme est négatif, d'accord? Et on va avoir, disons, ce mouvement haussier et les gens vont penser qu'on est en train de rentrer dans un nouveau super cycle haussier, alors que si tu prends un step back, exactement comme en trading, quand tu regardes les time frames, tu as du weekly, du daily, du 4 heures, du 1 heure, du 15 minutes. C'est exactement la même chose avec les cycles économiques. D'où l'importance d'avoir une grosse compréhension macroéconomique du monde qui nous entoure, parce que malheureusement, sans ça, c'est comme si tu n'avais pas de map. Tu n'avais pas de map et juste à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu n'as aucune foutre idée si ça va durer ça ou si ça va durer ça, parce que tu n'as aucune idée dans quelle macroéconomique on se trouve. Quelles sont les données économiques qui sont en train de sortir, quel est leur impact et quelle est leur importance. Et justement, tout ce que je t'explique là sur les cycles, je veux aussi que ça te permette d'anticiper plutôt que toujours être dans la réaction. D'accord? Je te donne un exemple. Si on voit l'inflation qui explose, l'inflation qui augmente, etc., je veux que tu sois en capacité de voir ça, analyser ça et comprendre que quel va être le prochain move de la Fed, quelles vont être les prochaines décisions de politique monétaire à cause de cette inflation qui est en train d'augmenter. Très probablement, ils vont aller resserrer l'économie, probablement augmenter les taux d'intérêt tôt ou tard. C'est la même chose quand on se rend compte que le crédit devient trop accessible, trop facile. Donc la valeur de l'argent est trop basse. Donc les taux d'intérêt sont trop bas pendant trop longtemps. D'accord? Généralement, la bulle est jamais très loin. D'accord? Et ce sont ceux qui comprennent les cycles qui peuvent profiter, on va dire, ces grands mouvements, ces grands swings macroéconomiques. Si en gros je devais te le simplifier encore une fois avec une image, j'aime bien faire ça, ce serait le temps. Ce serait tout simplement le temps. C'est-à-dire que notre tendance long terme, ça va être le climat, donc la région dans laquelle on se trouve, quel est le climat de cette région. D'accord? C'est très important à savoir. Le cycle moyen terme, ça va nous donner la saison. C'est la même chose. Si tu es en France et tu es à Paris, si tu y es en novembre et si tu y es en juillet, ça va pas être la même chose. Et c'est important de savoir dans quelle saison on se trouve. Et maintenant, les cycles court terme, ça va plus être en gros la météo day to day, quel est le vent, quelle est la pluie, quelle est la température. Et de la même manière, là j'espère que tu comprends, en le regardant comme si c'était un truc de météo, on a les débutants qui vont être en plein mois de mai ou de juin en France, donc les beaux jours arrivent, et d'un coup il y a 2-3 jours de suite où il pleut très agressivement, il fait pas très beau, il fait un petit peu froid. Si on avait ça sur les marchés, les personnes vont tout de suite penser « Oh putain, on rentre dans une nouvelle ère glaciaire les mecs, etc. » Alors que absolument pas. Et n'importe quelle personne qui sait le mois, qui sait la saison dans laquelle on est, qui est capable de voir quelle est la météo sur ce jour-là, etc. Et qui est aussi capable de voir qu'on habite en France, dans un pays où le climat est entre temps et temps, va être tellement plus informé et prendre des décisions qui sont bien moins émotionnelles que n'importe quelle autre personne qui, comme je te dis, a aucune notion du climat, de la météo, des saisons, etc. Donc bref, c'est un petit peu ma manière de t'expliquer les cycles économiques et leur importance pour investir, mais aussi même pour trader à court terme, pour comprendre le monde économique dans lequel on vit. Sur ce, c'était Elliot.